Zoé. Manon, c'est où les portes de l'espace? Eh bien Laurent, justement, c'est ici. Alors, je vois que vous êtes prêts à y partir. Bon, Exact. Zoé apparemment n'a pas très envie d'y aller, donc on va la laisser toute seule. Alors écoutez, je vous invite à vous asseoir. Merci. Nous allons parler justement de l'espace dans le cadre de notre Global Cause Day Innovation for Good. Donc à mes côtés, le général Marc Alban. Marc Alban, vous êtes, bonjour, ancien pilote de chasse, mais vous êtes aussi le président de la fondation Destination Étoile. Et vous êtes là pour nous parler de votre projet avec Destination Étoile. Tout à fait. Et donc nous avons Gareth Smith à nos côtés. Bonjour Gareth Smith. Bonjour. Gareth Smith, vous êtes ingénieur chez Airbus, mais vous avez aussi créé votre société Cosmica Spaceline, Exactement. avec laquelle vous proposez des vols sur le Lynx pour aller vers l'espace. Oui. Christian Hall, bonjour Christian. Bonjour Manon. Christian, vous êtes chasseur de son et vous allez nous parler de la possibilité ou non d'entendre du son dans l'espace. Voilà, une question que je me pose en tout cas. Et nous avons aussi à nos côtés Laurent Viaude. Laurent Viaude, vous êtes réalisateur, mais vous êtes aussi le cofondateur de Destination Étoile, dont on va parler aujourd'hui. Tout à fait. Avant toute chose, je vous propose que nous regardions un petit micro-trottoir que nous avons fait sur la croisette de Cannes. Nous avons posé la question aux gens, si demain on pouvait vous proposer d'aller dans l'espace, qu'est-ce que vous diriez ? Demain, ça m'intéresserait de partir dans l'espace. Dans l'espace. C'est quoi l'espace? Moi, personnellement, oui, 2 fois même. Non. Parce que demain, on va jouer les pleins normalement. Parce que je n'ai jamais essayé, et tout ce que je connais pas, moi j'adore essayer. J'adore l'inconnu. Bah ouais, carrément, ouais. Bah, ça permet de voir les étoiles, voir le monde du point de vue d'en haut, quoi. Non, j'ai le vertige. Ça a l'air cool, Ça a l'air mais cool, le ouais. problème c'est que ça coûte cher pour le faire. Ça coûte vraiment cher et plus de gens pourraient le faire, je pense. Bah oui, moi j'aimerais trop aller dans l'espace, c'est un rêve de petite fille, c'est super. Je suis un aventurier de la Terre, alors un aventurier de l'espace, pourquoi pas? Bah non, on est bien là, regardez, avec Ouais. le soleil, le beau temps. Qu'est-ce que vous voulez qu'on soit plus haut? Après on n'a pas les moyens d'y aller. Ah bah ouais, c'est quand avec même grand l'occasion plaisir, ouais. du siècle. Non, non, trop peur. Prendre un vol direct ou pas aller-retour? Bon bah allez, c'est parti. Hein. Parti, ouais. Démocratisons l'espace. L'espace, c'est pour tout le monde. Bon, alors on voit que les réactions sont assez diverses. Hein. L'espace, ça fait rêver, mais ça reste quand même un peu mystérieux. Marc, je propose que vous nous racontiez tout de suite le projet que vous avez créé avec Destination Étoile. Qu'est-ce que c'est Destination Étoile ? Bon, ce qui m'intéresse dans ce reportage qu'on vient de voir, il y a plusieurs perceptions sur la façon d'aborder l'espace. Il y en a qui disent c'est le rêve, c'est merveilleux, etc. Il y en a qui disent non, je ne veux pas y aller, c'est dangereux. Il y en a qui disent ça coûte cher. Donc il y a tout un tas d'approches, je dirais, de cette affaire. Mais ce que je constate, c'est que l'accès à l'espace, c'est un rêve, c'est un véritable rêve. Bon. J'ai eu la chance, quand j'étais pilote de chasse, j'ai eu la chance d'aller très très haut et de voir la Terre de très haut. Elle est ronde d'ailleurs, et c'est un spectacle qui est absolument, c'est magique. Voilà. Et puis j'ai eu la chance également de faire des vols en apesanteur. Vous savez, à l'heure actuelle, il y a un Airbus qui fait ce qu'on appelle des vols en 0G. Et quand on est en apesanteur, effectivement, on flotte, on est oiseau. On se retrouve oiseau. Et ça, c'est fabuleux. Et donc, ça fait pas mal d'années que je me suis dit, mais pourquoi cette chance que j'ai eue de vivre ces expériences, tout le monde ne pourrait pas y avoir accès? Et c'est au fond l'origine de la création de ce fonds de dotation qu'on appelle Destination Espace, qui a pour but effectivement de démocratiser l'accès à l'espace. D'accord. Ce fonds de dotation, il a, je vais essayer d'être court, ce fonds de dotation, il a 2 objectifs. D'abord, de faire savoir à tout le monde que l'espace est enfin accessible. Il est réellement accessible. Puis on expliquera tout à l'heure pourquoi, bien sûr, et dans Peut-être. quelles conditions. Ouais. Bon. Non, je sais que vous avez quand même un gros soutien de 2 personnes. Alors justement, ouais. j'y viens. On a monté, autour de ce fonds de dotation, on a monté toute une équipe avec vraiment tous les domaines de compétences. Ça va des experts, bien sûr, du vol suborbital de l'espace, on va dire, jusqu'à des avocats, des architectes, etc. Donc on a monté une équipe et récemment, on a eu la chance d'avoir 2 personnes que tout le monde connaît, les frères Bogdanov, qui nous ont rejoints il y a une quinzaine de jours. Ils devaient être avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Bon, malheureusement, ils ont aussi un emploi du temps très serré. Mais on a pu enregistrer un petit message qui va vous le faire passer ici. Je vous propose qu'on les écoute. Eh bien, bienvenue à tous, bienvenue dans l'avenir et bienvenue surtout vers la haute frontière, Destination Espace. Et oui, Destination Étoile. Pourquoi? Parce que finalement, les étoiles,
elles n'appartiennent pas qu'aux yeux, elles n'appartiennent pas qu'au regard, elles appartiennent aussi à vous tous. C'est-à-dire qu'en fait, un jour, vous aurez la possibilité d'y aller vous-même, et c'est en tout cas le but que nous poursuivons dans le cadre de cette entreprise, de cette association Destination Étoile. Mais quand on dit Destination Étoile, l'étoile c'est très loin, mais déjà l'espace c'est plus proche et on peut y aller. Mais comment y aller? Comment allez-vous, vous qui rêvez un jour d'aller dans l'espace, comme ici à Cannes, on est en plein dans le centre du rêve, dans le carré de l'idéal du rêve. Ici on va loin, mais nous vous proposons d'aller haut et encore plus haut. Au-delà des 100 km commence l'espace. Comment atteindre l'espace? Eh bien, nous avons choisi un moyen qui va vous faire rêver, mais auquel vous pouvez tous accéder. Qui a été d'ailleurs décrit, ce moyen-là, par un écrivain que vous connaissez tous. Vous avez rêvé à travers ses livres, vous avez rêvé à travers son imaginaire absolument extraordinaire. Il s'agit de Jules Verne. Jules Verne d'ailleurs qui a dit « Tout ce que des hommes ont rêvé, d'autres se chargeront de le réaliser un jour ». Alors vous savez, qu'est-ce qu'il a fait Jules Verne? Eh bien, il a propulsé ses héros autour de la Terre en 80 jours. Il y avait un ballon, voyage en ballon par exemple. Eh bien, il a été même plus loin parce qu'il a été le premier à imaginer qu'on pouvait diriger le ballon. Non pas le laisser flotter dans l'air au gré des vents dominants, mais le diriger. Ça s'appelle un dirigeable. Alors pourquoi ne pas rêver, à travers cette extraordinaire image, d'un dirigeable qui pourrait vous emporter non pas à 10 000 mètres, non pas à 50 000 mètres, mais jusque dans les profondeurs de l'espace. Et oui, c'est ce ballon-là, ce ballon dirigeable que nous appelons le ballon spatial, auquel nous vous invitons à participer, nous vous invitons à vous embarquer vers les étoiles, destination les étoiles, à bord de ce merveilleux engin qui est le ballon spatial. Alors n'oubliez pas, soyez fidèles au rendez-vous, Destination Étoile, c'est votre voyage, le prochain voyage que vous allez faire en compagnie finalement de tous ceux qui vous ont précédé et même en compagnie de tous ceux qui vont vous accompagner dans ce voyage-là. Oui, alors justement, on entend les frères Bogdanov nous parler du ballon spatial. Je crois que Gareth, il y a d'autres moyens qui existent. Aujourd'hui, on a une petite maquette devant nous, un lynx. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que voilà, il y a le ballon spatial, mais il y a aussi d'autres choses. Bien sûr. Le lynx, c'est un petit avion propulsé par 4 moteurs fusées à l'arrière. Il va décoller directement dans la piste. Il monte à 75 degrés pour aller chasser les étoiles. Et à partir de 1 minute et demie, 3 minutes, je veux dire, ils vont couper les moteurs. Et là, à partir de ce moment-là, on va sentir l'empaisanteur. Donc on va pouvoir laisser les bras se soulever, flotter autour de l'intérieur. Le participant, il est juste à droite, le pilote, il est à gauche. On est en train de vivre une expérience vraiment de cockpit. Donc c'est-à-dire qu'il y a 2 personnes à l'intérieur pour l'instant seulement? Sur le Lynx, il y a 2 personnes, exactement. D'accord. Donc, dès qu'on arrive en haut, le pilote il va faire tourner la navette, comme ça on voit le ciel, mais aussi la surface de la Terre, la courbe, la rotondité de la Terre avec la fine couche de l'atmosphère. C'est ça qui fait le voyage, toute son splendeur. C'est la vision de la Terre et on est en dehors. On est à combien d'altitude là, à ce niveau-là? On arrive jusqu'à 100 km d'altitude. D'accord. Et donc, pour la partie quand on revient, il va revenir en planeur. Après avoir subi 4G d'accélération, on est vraiment planqué contre le siège. Et ensuite, on a 20 minutes pour apprécier le vol. Mais ça, c'est pas la totalité de l'expérience, parce que l'expérience, ça commence avec l'entraînement. On va faire l'entraînement dans un avion de voltige pour voir comment sont les forces G, pour voir si on les subit correctement, si on est prêt à les vivre, pour pouvoir être tranquille quand on est dans l'espace. Ensuite, il y a aussi un simulateur centrifugeuse humaine pour faire la simulation de tout le vol. Donc ça, c'est partie de toute l'expérience. On se croirait un peu dans un film en fait, là, comme vous le racontez, mais c'est pour de vrai. Exactement. On peut y aller, c'est $100 000 le billet pour monter, 100 000 $ pour monter dans le Lynx. Ah quand même, c'est pas pour tout le monde encore. C'est pas donné, mais moi je le vois comme le début d'une nouvelle industrie, le début de l'exploration au-delà de la Terre. Tout produit nouveau, ça coûte cher au début. Ouais. On est au début. Peut-être demain, ça va être 50 000, 20 000, 5 000. Et ça commence à être abordable dans une future génération de produits où
moi j'envisage les hôtels orbitales, mais aussi aller sur la Lune. Peut-être, pourquoi pas, plus loin. Vous êtes un rêveur. Oui, je suis visionnaire, j'ai envie d'y aller moi-même, j'ai envie de partager le plaisir avec tout le monde et j'y crois. Et il y a déjà beaucoup de participants qui ont eu la chance de faire cette expérience? Pour l'instant, il n'y a que des pilotes d'essai qui ont pu vivre cette expérience pour aller dans l'espace en vol suborbital avec les X-15 de la NASA et le Spaceship One de Virgin Galactic. D'accord. Alors Marc, vous aussi, je sais que vous êtes un grand rêveur. Vous avez un projet avec Destination Étoile de créer un parc d'attractions en France. Voilà. Alors, ce que vient de dire Gareth, c'est intéressant parce que y a effectivement plusieurs façons d'accéder à l'espace. Ce qu'on vient de raconter, qui est une approche, on va dire, haut de gamme un petit peu. C'est vrai que c'est pas donné. C'est vrai aussi, et ça faut jamais l'oublier, c'est un peu les gens qui traversaient l'Atlantique à la fin des années 30, ils payaient très très cher le voyage. On va dire l'équivalent de 50 à 60 000 euros. Bon. Maintenant, pour traverser, c'est 500 euros, si vous voulez. Et je pense qu'on peut faire réellement le parallèle, c'est-à-dire que le jour où vraiment cette activité vers l'espace sera développée, les coûts vont bien sûr beaucoup diminuer. Mais ce qui fait l'originalité de notre démarche, c'est que justement, pour rendre l'espace accessible à, on va dire, à tout le monde, au grand public, on propose de créer un parc d'attractions sur le thème de l'espace. Ça veut dire quoi ? Si vous voulez, on peut donner une image, une espèce de futuroscope de l'espace, c'est-à-dire un endroit où il y aura tout un tas d'attractions qui simuleront l'arrivée vers l'espace. Je prends un exemple très simple. Il y a des choses qui sont merveilleuses, on a vu ça dans le film Gravity par exemple. Bon, quand on approche de la station spatiale internationale, c'est quelque chose d'assez fantastique. Bon, on pourra simuler ça dans des simulateurs qui arriveront, on sera comme dans la navette, et on arrivera vraiment jusqu'à la station internationale et on pourra pénétrer à l'intérieur. On ressentira les effets? Ah, on ne peut pas tout faire. Voilà, là on ressentira, on verra. Mais là, on passe au haut de gamme, il faut choisir. Bon, si vous voulez, l'avantage de cette solution, c'est que ça permet vraiment à tout à chacun, on va dire pour une somme modique, d'approcher, de comprendre. Alors ça, c'est un premier aspect, et dans notre démarche vers ce parc d'attractions sur le thème de l'espace, il y a tout un aspect pédagogique, parce que les jeunes sont passionnés, on l'a entendu tout à l'heure. J'allais dire tout le monde est passionné, enfin il y a beaucoup de gens qui sont passionnés par l'espace, mais on veut développer un côté pédagogique qui a existé d'ailleurs à Cannes, il y a même pas mal d'années de ça, qui s'appelle le Space Camp. Et on va recréer, si vous voulez, en quelque sorte, enfin on propose en tout cas, de recréer un Space Camp où les jeunes pourront faire des expériences. Par exemple, apprendre comment on construit un satellite, comment monter le satellite dans un avion suborbital, par exemple, etc. Donc, il y a deux parties, une partie vraiment ludique et une partie plus pédagogique, plus dédiée, je dirais, à l'apprentissage et à la formation. Et alors, ça tombe bien parce qu'on est à Cannes. Et on est à Cannes, et il y a quelques temps de ça, il y a quelques mois de ça, j'ai été contacté par Bernard Prochant, qui est député des Alpes-Maritimes, qui avait entendu parler de notre projet, et qui m'a dit ça m'intéresse. Et donc on est en contact à l'heure actuelle et on est en train de développer, si vous voulez, un concept, un projet. C'est une des raisons pour lesquelles notre démarche pour l'instant est basée sur un fonds de dotation. C'est parce qu'on essaye de récupérer des fonds qui vont nous permettre justement de démarrer une étude d'implantation, pourquoi pas à Cannes d'ailleurs. C'est ce que j'allais dire, potentiellement à Cannes en fait. Voilà, d'un parc d'attractions sur le thème de l'espace. D'accord. Et justement, alors moi je vais faire un parallèle du coup parce qu'on est à Cannes et on parle quand même de cinéma. C'est vrai qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui nous ont fait rêver avec l'espace. Et je sais que Marc, vous vouliez parler de ça aussi quand même. Oui, tout à fait. Mais juste avant, je reviens sur quelque chose, c'est que on parlait de rêve, mais c'est plus du rêve maintenant. On est vraiment dans une réalité et je crois qu'il faut enlever le mot rêve parce qu'on arrive demain. Je pense que les choses vont aller très vite et on va faire le même parallèle avec l'histoire de l'aviation. Tout le monde a trouvé ça invraisemblable, tout le monde trouvait ça impensable. Il y a eu beaucoup d'échecs, il y a eu beaucoup de choses. Mais avant tout, et c'est ce qu'on veut faire, et véhiculer à travers le fonds de dotation, c'est une aventure humaine, une aventure de pionnier, et c'est ça qui est important. Et je crois que là-dessus, Marc, des fois, on dit parc d'attractions, mais je crois qu'on est même modeste dans ce terme, parc d'attractions. C'est bien au-delà d'un parc d'attractions, parce qu'un parc d'attractions comme le Futuroscope ou comme Disneyland, c'est un endroit où on va rêver, mais on ne sait pas si ça va exister. Là, on va préparer les gens à l'avenir
Donc c'est pour ça que c'est bien plus important qu'un parc d'attractions. Et ça va créer vraiment, actuellement dans une période où on est dans une situation de crise, dans une situation délicate, où les jeunes sont perdus. Je parle d'une jeunesse universelle, pas que française, pas qu'européenne. Je parle d'une génération, toutes les générations. Tout le monde peut rêver dans l'espace, même en Afrique, n'importe où. C'est-à-dire qu'on doit revaloriser les choses. Et ce qui est très important dans ça, c'est que ça va permettre de redonner de l'espoir. Et l'espoir, ça fait vivre, ça fait redonner de l'élan et revivre ça. Et ça, c'est important. Donc ça, c'est une chose. Par rapport au cinéma, le cinéma, bien sûr, le cinéma, c'est l'endroit où je crois, on parle de démocratisation. Mais je crois que c'est le cinéma qui a démocratisé en premier l'espace. On voit très bien, là, si je suis venu aujourd'hui en combinaison, c'est pas anodin. C'est parce que quand je suis venu avec ma fille, c'est que je veux dire, voilà, demain, il y aura des futures familles qui vont pouvoir voyager. C'est ça, c'est fini le scaphandre et tout ça. Non, on va y arriver. Et ça, il faut qu'on prépare les choses ensemble. Et ce n'est pas que les gouvernements, les pays, les dirigeants qui vont décider aux industriels. C'est une histoire qui concerne tout le monde. C'est la conquête d'un nouveau territoire qu'on doit faire avec respect, avec conviction. Et le fonds de dotation et les gens, on est tous avant tout des passionnés. Donc voilà, c'est surtout ça. Ça se sent quand vous en parlez d'ailleurs. Mais est-ce que vous auriez, vous ici qui êtes quand même plus technicien que moi pour nous le dire, une estimation de temps? Parce que pour moi, ça paraît impensable. Donc, dans combien d'années vous pensez que ça pourra se faire? Je vais faire une comparaison qui est tout à fait valable. Pour développer un prototype d'avion, il faut 10 ans, 15 ans. Entre le moment où on a lancé les plans, c'est-à-dire la conception réellement, et le moment où l'avion est réellement opérationnel, il faut entre 10 et 15 ans. Bon. Cette affaire, je dirais, de la conquête du proche espace, elle a commencé en gros il y a une dizaine d'années. Je pense qu'il faut encore un minimum de 5 ans avant qu'on puisse effectivement envisager d'emmener des hommes et des femmes à la frontière, aux portes de l'espace. Je voudrais rajouter quelque chose, et juste, c'est une des raisons pour lesquelles on a créé ce fonds de dotation, c'est que manifestement les gens n'ont pas encore perçu réellement que c'est un créneau économique énorme qui est en train de se présenter. Parce que là, pour l'instant, on n'a parlé que d'emmener des personnes vers l'espace, mais dans ces avions suborbitaux ou dans ces ballons ou dans ces dirigeables, etc., il y a tout un tas d'expérimentations. On pourra lancer des petits satellites, par exemple, quand on montera à 100 ou 150 km. De là, on pourra projeter des satellites vers la zone suborbitale. Donc, il y a un vrai créneau économique qui est en train de se mettre en place. Et comme j'ai un peu cette perception qu'en France, on n'est pas très convaincu, je dirais, de ce qui est en train de se passer. Nous, on essaye, et c'est un des rôles de notre fonds de dotation, on essaye justement de sensibiliser à la fois les pouvoirs publics, bien sûr, et le grand public. Oui, parce qu'en fait, pour l'instant, on y croit plus aux États-Unis qu'en France. On est assez frileux, mais complètement, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est une réalité. J'ai cette attitude, on va y arriver, on veut y arriver. Moi, je pense qu'on peut y arriver dans 2 ans. Oui, vous êtes plus rapide encore. Bon, ça fait aussi déjà 6 ans que j'attends que dans 2 ans, on va y arriver. Donc je veux y croire maintenant, j'y crois. Le Lynx, il est prévu de voler à la fin de cette année. Le Spaceship 2 de Virgin Galactic, il a déjà volé. Il va sortir le 2e pour voler. On peut voir des participants voler sur les vols payants à partir de 2 ans de maintenant, 2017. J'y pense vraiment que c'est possible. Personnellement, je ne m'engagerai pas sur une date. Bon, mais ne nous engageons pas sur une date. Si je vous dis entre 2020 et 2025, là je ne me trompe pas. D'accord. On verra si votre prémonition était la bonne. Juste un tout petit parallèle, c'est vrai que pour donner des dates, même si ça fait peur, même si Marc va sauter là-dessus, ça veut dire que les nouvelles générations, on va avoir un changement radicalement changeant. Ça veut dire que peut-être dans 60 ans, on va avoir des villes qui vont être au-dessus de notre planète. C'est-à-dire qu'il faut penser que les choses vont aller très vite, aussi vite que les débuts. Ça, il faut qu'on prenne vraiment conscience. Moi, c'est vrai que le cinéma, j'en parlais 2 minutes, était vraiment très important là-dessus parce que c'était un des vecteurs et ça permet de donner des messages. Moi, en tant que réalisateur, c'est ce que je veux faire véhiculer. Mais je pense que Christian, au niveau du son, il y a quelque chose. Non, moi j'ai hâte que ça aille très vite. Excuse-moi, Christian, juste avant. Parce mais que je vous laisse faire le plateau tout seul, hein, messieurs, il n'y a pas de problème. Non, cette affaire de date, c'est important, si vous voulez. Parce que là, on est en train de parler de quelque chose qui va se passer dans 4-5 ans. C'est rien du tout.
4-5 ans. C'est très peu. C'est rien du tout. Voilà, je pense qu'il faut le préciser quand même. Et du coup, demain, dans 4-5 ans, moi j'ai pris mon billet déjà. Voilà. Parce que c'est vrai que là, c'est extraordinaire. On est aux confins de l'aventure, du rêve, d'une ouverture sur un monde qui nous est encore inconnu. Et pour moi qui ai passé ma vie à chasser les sons de la planète, à décrypter les messages les plus infimes, les plus secrets, voilà, il y a les portes de l'espace qui s'ouvrent. Et est-ce que l'espace a du son? Est-ce qu'il a un message à délivrer? Voilà, alors tu sais, techniquement, parce que moi je croyais que l'espace, justement, il n'y avait pas de son dans l'espace, en tout cas pas audible par l'homme. Il y a quelques années, j'avais récupéré ce qu'on appelle le son des étoiles. Le son des étoiles. Auprès de l'Observatoire de Nancy. Mais à vrai dire, c'est la retranscription sonore de la lumière émise par les étoiles. J'en ai fait un album et c'est déjà très émouvant de pouvoir sentir un peu l'énergie qui s'en dégage. Mais c'est vrai que ce n'est pas le son réel de l'espace. Il y a du son dans l'espace. La seule chose, c'est qu'un son, pour qu'il puisse être entendu, doit être véhiculé. Et il est véhiculé par l'air. Et dans l'espace, il n'y en a pas. Alors c'est là où peut-être la technique que j'ai mise au point va peut-être nous apporter des réponses. C'est que j'utilise des capteurs qui captent, qui enregistrent les vibrations. Les vibrations, si tu veux, de l'objet, que ce soit un ballon, que ce soit un avion, face à cet espace, sera capté. Et donc on aura peut-être déjà les prémices de quelque écho, voilà, de ce que pourrait nous dévoiler l'univers. Et quand bien même, je n'enregistrerai que le silence. Le silence, c'est la plus belle partition de la vie. Donc finalement, tous ici, vous avez des compétences qui permettraient peut-être de démocratiser l'espace pour tous, l'accès à l'espace. Tout à fait. Oui. C'est pour ça que nous étions ici. Vous vouliez rajouter quelque chose? On y travaille actuellement avec le fonds de dotation et moi-même, Cosmica. On a un stagiaire ensemble à l'ENAC, Jérôme Cravatin, qui est en train de travailler sur l'aspect aéroportuaire, comment intégrer un avion spatial dans un aéroport en France. Et donc il y a des gens qui travaillent déjà pour valider que c'est faisable techniquement et nous donner des recommandations où on peut opérer ce type d'avion en France. D'accord. Mais du coup, vous parlez de voyage. Laurent, vous parlez de famille qui irait dans l'espace. Laurent, vous imaginez carrément que les familles vivraient là-haut? Je n'ai pas dit ça. Non, je dis que les choses vont évoluer très vite. sûr. En 60 ans, les choses, on va dire, en 2060, les choses peuvent aller très vite. Qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place et que l'Europe, je pense, en tout cas, n'a pas de reproches ou de sentir inférieur aux États-Unis. Je crois qu'on a un potentiel et vraiment on a un potentiel unique qu'il faut qu'on arrive à mettre en valeur. C'est vrai qu'on a un complexe au niveau européen sur la valorisation de ça, mais justement à travers le fonds de dotation et pour éclaircir tout le problème, parce qu'on parle de fondation, de fonds de dotation, on a fait un fonds de dotation, c'est exactement comme une fondation. On a fait un fonds de dotation parce que c'était plus souple et on voulait que ça soit accessible à tous. Et donc c'est pour ça qu'on a créé un fonds de dotation. Mais ça a les mêmes avantages et le même pouvoir qu'une fondation. Voilà, ça c'est une chose très importante. Je vois que vous voulez rajouter quelque chose. Si. Et encore une précision, parce que Gareth a parlé de l'avion du Lynx qui emporte une personne. Il y a d'autres appareils qui pourront plutôt emmener le père, la mère, les 2 enfants et éventuellement les petits-enfants, qui emmèneront 5 ou 6 personnes. Voilà. Mais vous étiez peut-être en train d'évoquer Mars, peut-être, non? Je sais pas, j'y pensais, mais bon. Alors oui, c'est quelque chose qui est intéressant, effectivement. Il y a une société qui s'appelle Mars One, qui est en train de proposer effectivement à des gens d'aller vivre sur Mars dans quelques années. La seule problématique, c'est que pour l'instant, ils ne vendent qu'un voyage aller. Et pas de retour possible. Je ne peux pas dire que ça m'enchante, mais bon, après tout, pourquoi pas. C'est marrant d'ailleurs parce que dans le micro-trottoir, il y a un jeune qui a dit « si on fait l'aller-retour, ça va ». Oui, bien sûr. Donc c'est pour ça. Pour l'instant, ça fait rêver, mais ça fait quand même un peu peur aussi. Bon, voilà, exactement. N'oublions pas que justement, le fonds de dotation est là parce que je sais qu'en tout cas au niveau journalistique, au niveau français, au niveau européen, quand on parle de Mars One, Marc a parlé, c'est vrai que ça pose des polémiques au niveau journaliste. Les journalistes disent qu'on n'a pas le droit parce qu'il y a un risque effectivement de mourir. On ne sait pas. C'est vrai qu'on part dans l'aventure, c'est pour ça qu'on appelle ça une aventure spatiale.
Mais ce qui est important, c'est d'avoir le droit à la liberté. Le droit, si on prend une décision, comme quand on a à un moment donné découvert des nouveaux continents, on doit avoir cette possibilité d'avoir cette liberté dans l'Europe, dans ces pays démocrates. Et donc on doit favoriser, je pense, sincèrement, ça c'est vraiment, je pense, important de donner ce côté de liberté. J'espère qu'il y a encore des gens en France, en Europe, qui ont cette âme de pionnier comme dans les années 30, ceux qui sont partis traverser l'Atlantique. Ils prenaient beaucoup plus de risques à l'époque que n'en prendront les gens qui iront faire un tour sur le Lynx ou en ballon dirigeable, etc. Parce que les conditions dans lesquelles ces avions sont fabriqués, ballons dirigeables, etc., sont fabriqués, en termes de fiabilité, sont bien supérieurs à ce qu'on faisait à l'époque. Oui. Mais ça reste cet esprit pionnier qu'on essaye, nous, de mettre en avant, bien sûr. Oui, c'est ce que vous êtes venu faire ici sur ce plateau, hein, tout ce que vous êtes. Juste un parallèle là-dessus, c'est vrai qu'on parle d'humanité, on parle de choses qui sont quand même importantes actuellement, un message qui est fort. Et c'est vrai que quand on lit la presse, plus au niveau international, plus au niveau des États-Unis, les gens disent on a peur de mourir sur Terre, on préfère mourir dans l'espace, parce qu'on a cette humanité qui revient parce qu'on est dans un endroit hostile et donc on va avoir ce côté humain d'entraide qui n'existe plus sur Terre. Donc c'est un message très important. C'est le message que disait Philippe Stark à un moment donné quand il était au-dessus de la Terre. Il a dit en fin de compte, j'ai réalisé qu'on était tous dans le même vaisseau. Donc c'est un message qui va encore au-delà et qui est très important actuellement, donc cette démocratisation de l'espace. J'entends tout ce que vous dites. J'espère quand même qu'aujourd'hui, il y a encore un peu d'humanité sur Terre avec Oriou, où on essaie justement de le montrer. Hein, c'est pour ça qu'on est là. Avant de partir dans l'espace. Et c'est pour ça que vous êtes venu ici aussi. Je crois que vous voulez réaliser un film aussi, justement pour parler de ça. En tout cas, pour raconter ce projet, pour en parler encore plus. Vous avez fait une petite bande-annonce. Voilà. Tout à fait, on a fait une petite première bande-annonce, tout à fait. Je propose qu'on finisse avec cette petite bande-annonce.